Bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là, nombreux et nombreuses. Donc, je suis Fabien, professeur des écoles en Seine-et-Marne. Je suis ici, nous sommes là avec Monsieur Friot que nous avons voulu inviter au nom du GIGM. Donc, c'est l'affiche que vous voyez derrière, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on s'est appelé les grévistes interprofessionnels du Grand Melun. Voilà. Nous sommes à l'origine, il s'agit de groupes de grévistes qui se sont retrouvés comme ça, un petit peu démunis suite à l'appel du 5 décembre pour les grèves. Et donc à l'époque, on était chacun dans nos classes, pour les professeurs des écoles, les uns et les autres, j'imagine, dans nos professions. Et puis le temps a passé, les cheminots ont fait la grève, ils ont fait avec la RATP, avec d'autres secteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y avait les dockers, il y avait les raffineurs de Grand Puy, donc les petits rats de Paris. Et on les regardait, et puis j'étais un petit peu, j'imagine comme tout le monde, et finalement... arrivent les vacances, Noël, le foie gras, et puis on se dit la pénurie va-t-elle arriver, et puis elle ne venait pas. On se disait bon, on est allé voir les raffineurs, on est allé voir les cheminots, et puis est-ce que je parle toujours assez fort, pardon? Non. Alors on est allé voir les raffineurs, et puis à partir de ce constat-là, eux espéraient que nous rentrions dans le mouvement. Et malheureusement, vous savez, moi je suis issu des mouvements aussi de 2003, je suis professeur d'école depuis 2002. Et en 2003, on avait des syndicats très puissants, très forts, très mobilisés, qui avaient organisé ce genre de rencontre avec Monsieur Friot. C'est là que j'ai assisté à l'une de vos premières, ma seule en fait, conférence avec vous, et j'ai appris énormément de choses. Et j'avais beau essayer d'expliquer à mes collègues, mais la retraite par répartition, c'est quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, et c'est un système de solidarité qu'on est en train d'attaquer. Et c'était 2003, c'était la réforme Raffarin, Fillon, je ne sais jamais lequel des deux, il faut incriminer exactement, ou les deux en même temps. Et Chirac, oui, Chirac. Pas de Chirac en blanc. Oui, à l'époque, on disait ça. Pas de Chirac en blanc, mais il a signé. Hein, donc voilà. Comme aujourd'hui. Bref, la CFDT, pour pas les nommer. Et donc, oui, c'est quelque chose que si les gens savaient comment fonctionne la retraite par répartition, je pense que tout le monde serait scandalisé. Je pense qu'il y aurait tout le monde dans la rue. Mais les gens ne savent pas ce que c'est exactement notre système. Tout le monde pense qu'il est en danger, qu'il faut le réformer parce qu'il n'est pas viable. Il y a un déficit énorme qu'on nous annonce. Mais ça fait 30 ans qu'on nous annonce ce déficit. Et ça fait 30 ans que ça fonctionne. La dernière réforme, crise mondiale économique, elle date de 2008. Et nous avons résisté à cette crise. Nos personnes âgées ont résisté à cette crise. J'ai un argument que j'arrête pas de répéter à tout le monde, à qui je vois autour de moi. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous, une personne âgée qui est à la retraite, parents, amis, quelconque? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui un jour vous a dit, est-ce que tu sais, j'ai pas eu ma retraite ce mois-ci? J'ai pas eu, elle n'est pas tombée. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça un jour? Moi, j'en connais aucun. Et ça, je mets au défi n'importe qui en France de me trouver quelqu'un, un retraité, qui n'a pas touché sa retraite en temps et en heure. Vous en connaissez un ou une? Ah, mince. Bref. Bon, je veux son nom, son matricule, voilà, ici. Hein. Donc... Et donc, on s'est constitué en groupe, voilà, ce qu'on appelle communément un comité de grève. Et puis après ça, on a rencontré plein de gens. Il y en a qui sont là, des gilets jaunes, des psychomotriciennes, des gens de la santé, voilà, plein d'autres, des raffineurs, des gens avec qui je ne
Ben voilà, on pensait pas devenir amis, ben voilà, on est amis. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un pour l'écologie, donc le pétrole, c'est pas trop mon truc à la base. Mais ces gens, et comme chez les cheminots, comme chez la RATP, ils ont une culture de la lutte, ils ont une culture sociale qui est, moi, qui m'impressionne. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent à quoi servent les services publics, ils savent à quoi sert le rail, à quoi sert une usine. Et ça, malheureusement, chez les salariés, on l'a pas mal perdu. Et c'est pour ça que l'idée de faire une conférence ce soir avec Monsieur Friot me semblait importante. Et je vais expliquer, donc je vais passer la parole à Jocelyne, qui va vous parler du réseau salariat, entre autres. Oui. C'est là qu'on voit que la transition n'a pas été bien faite. Hein. Elle a été glissée comme ça. Voilà. Donc, merci. Non, moi je ne vais pas présenter le réseau salariat. Je pense que le réseau salariat va se présenter tout seul. Il sait le faire. Moi, ce que je voulais, c'était présenter la conférence parce qu'elle a un format. Et c'est un format qu'on a proposé, travaillé et mis en place ensemble. Il est très particulier. Il est avec l'accord de Monsieur Friot, bien sûr. C'est un format qui sort d'une autre association, une association qui existe depuis bien longtemps, qui s'appelle le Groupe français Éducation Nouvelle. C'est une association. Les copines sont là, les amis sont là, et elles se présenteront à vous après. Donc, on a un dispositif, en fait. C'est un dispositif qui permet une certaine forme d'horizontalité dans la manière de faire la conférence. Alors, je vous en propose tout de suite le format. Suivez-moi bien. Donc, Monsieur Friot va parler. Faut arrêter du monsieur parce que je vais finir par. Ouais. Bernard. D'accord, ça y est, vous me l'avez jamais dit. Hein. Donc, Bernard. On peut se tutoyer, ça y est, c'est fait. Non, mais moi, j'ai besoin qu'on m'entende. Bébert, ça va non, tout de suite, c'est Bébert, faites attention. Donc, Bernard va parler pendant 20 minutes, à peu près. On va l'interrompre avec beaucoup de respect. Une fois qu'il sera interrompu, vous avez des îlots comme ça, où vous les avez peut-être transformés, mais vous vous mettez par groupe de proximité. Vous discutez entre vous de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que ça fait une écoute active. Vous en discutez entre vous. Et Bernard va circuler. Il va vous écouter. Vous ne lui parlez pas. Vous continuez. Et il vous écoute avec beaucoup d'attention. Ceci va nourrir l'imaginaire de chacun, les certitudes et les incertitudes de chacun. Ça va forger des choses dans la rencontre et ça va transformer le discours. C'est à peu près ça qui va se passer. Et puis bien d'autres choses bien mystérieuses, mais toujours dans la rencontre. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez aussi 20 minutes. Bernard revient à la tribune et il redéploie ce qu'il a à nous dire, avec ou sans ce qu'on lui a dit. C'est ça, c'est le respect horizontal, il fait ce qu'il veut. 20 minutes à nouveau. Puis on interrompt à nouveau, et là, la salle reprend sa discussion de façon à ce que chaque petit groupe trouve une question à poser à Bernard, une question écrite. Cette question écrite, alors pareil, tu circules. Hein. Cette question écrite, elle sera mise ici et tu es libre d'y répondre ou pas. Et on connaît le principe, mais on sait que ça va circuler. Et là, à nouveau, 20 minutes, une demi-heure, comme tu veux. Puis, lorsque c'est fini, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est qu'on enlève ces tables-là, parce que les tables, elles font un peu frontière. Donc, on enlève un peu ces tables-là. Et ceux qui ont envie de se présenter, qui ont envie de présenter leur groupe, on est là sur de la démocratie populaire. On se mandate un peu pour son groupe. Eh bien, il le présente à Bernard et il le présente à la salle. Il y a des tas de gens ici, il y a des cheminots qui peuvent se présenter. Ils envoient un copain qui présente les cheminots. Il y a les raffineurs, ils envoient un copain qui présente les cheminots. Il y a les gilets jaunes, ils envoient un copain qui présente les cheminots. Il y a les enseignants qui peuvent aussi envoyer. Il y a le GIGM, on s'est déjà présenté. Ah oui, GIGM, c'est écrit juste derrière. Il y a l'Union pour la justice et la santé qui voilà.
vous vous débrouillez, mais trouvez un moyen pour vous présenter. J'aimerais que le GFEN se présente aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la place à Bernard. Merci beaucoup GIGM. Je mesure l'énormité du travail militant que suppose tout ce travail interpro depuis le 5 décembre. Et donc vraiment, bravo et merci. Merci à la Fédération du PCF qui nous accueille dans ses locaux. Je suis moi-même au Parti communiste depuis 69, c'est pas tout à fait récent. Merci aux libraires, vos livres aussi qui est là. C'est important, la bataille du livre est une bataille importante que je mène régulièrement. Donc merci aux libraires. Et puis le collectif Réseau Salariat auquel j'appartiens se présentera quand tout le monde se présentera. Je voudrais consacrer les 20 premières minutes à un peu d'histoire. Je pense que c'est nécessaire d'inscrire la réforme Macron dans l'histoire de la retraite en France. L'histoire de la retraite en France, elle, sous sa forme moderne, disons, elle démarre au milieu du XIXe siècle par deux initiatives parallèles et qui sont toujours en conflit, qui sont au cœur du conflit aujourd'hui. En 1850, la Seconde République crée la Caisse nationale des retraites. La Caisse nationale des retraites, c'est la garantie d'un rendement de 5%, le rendement des bons du Trésor, un rendement très important à une époque où il n'y a pas d'inflation, pour les livrets d'épargne retraite souscrits de façon libre, facultative, dans les caisses d'épargne. Et c'est la Caisse des caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations, qui garantit le rendement de cette épargne retraite. Ça, c'est la première voie de la retraite. La seconde voie, elle est en 1853, c'est la création de la pension de retraite des fonctionnaires. La pension de retraite des fonctionnaires est d'un tout autre style, et d'ailleurs il va y avoir un conflit autour de cette pension de retraite très vite. Ça, c'est non pas le rendement d'une épargne, mais c'est la poursuite du salaire. Tout à fait autre chose, donc. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires, c'est ce qui définit un fonctionnaire, hein, c'est la définition d'un fonctionnaire. Depuis le 19e siècle, les fonctionnaires sont titulaires de leur qualification. Ce n'est pas leur poste qui est qualifié, comme dans la convention collective. Dans la convention collective du privé, les postes sont rangés par niveau de qualification et à chaque niveau de qualification correspond un salaire. Et le support de la qualification, c'est le poste de travail. Dans le privé, ce n'est jamais la personne qui est payée, c'est le poste qui est payé. Et si on se retrouve sans poste, ma foi, on est au chômage. La fonction publique repose sur une toute autre logique dans laquelle la qualification a comme support la personne même du travailleur, c'est son grade. Un fonctionnaire, il se définit non pas par son poste, mais par son grade. S'il change de poste, il ne change pas de salaire. Ce n'est pas son poste qui définit ses droits, c'est son grade qui est un attribut personnel. Le grade, la qualification, donc, n'a pas comme fondement le poste de travail, mais la personne même du travailleur. Et comme le grade d'un fonctionnaire ne s'éteint pas avec la fin de son service, je ne sais pas quoi, un professeur des écoles est professeur des écoles jusqu'à sa mort, un capitaine est capitaine jusqu'à sa mort, la loi de 1853 pose la pension de retraite comme la poursuite du salaire. Un fonctionnaire est titulaire de son salaire parce qu'il est titulaire de sa qualification. Et la pension de retraite
c'est la poursuite du dernier salaire qui, par définition, est le meilleur. Alors, en 1853, c'est le salaire moyen des 6 dernières années, parce qu'il n'y a pas d'inflation. Avec l'apparition de l'inflation, avec la Première Guerre mondiale, on passera des 6 dernières années aux 6 derniers mois. Hein, c'est le salaire moyen des 6 derniers mois dans la loi de 1948. Le premier filon, celui de l'épargne en vue de la retraite, échoue. Il échoue pour 2 raisons. La première raison, c'est que pour que le rendement des cotisations, hein, puisque c'est le rendement des cotisations, les cotisations sont placées. Hein, la cotisation dans le livret de caisse d'épargne retraite, la caisse d'épargne, elle place. Hein, et c'est le rendement des placements qui va financer les pensions. Hein. Ce n'est pas la cotisation qui finance la pension, c'est le rendement du placement. Pour que le rendement des placements soit au moins aussi important que les cotisations de l'année, il faut pratiquement 30 à 40 ans. Hein. Il faut que le régime arrive à maturité. La première année, ça ne rapporte rien, enfin, etc., etc. Et donc, les travailleurs ne peuvent pas attendre 40 ans. Et puis, la deuxième raison, c'est que la pension dépend du cours des titres au moment où on prend sa pension. Donc, si on prend sa pension en 2007-2008, bonjour les dégâts. Et pour ces 2 raisons-là, donc, la pension, qu'on appelle en capitalisation, hein, telle qu'elle se met en place en 1850, qui est facultative, échoue. Et en 1910, le Parlement tente de rendre obligatoire la cotisation à de l'épargne retraite. C'est la retraite ouvrière et paysanne qui va être combattue par la CGT, c'est la retraite des morts, dit-elle, enfin, etc., puisqu'on ne peut la toucher qu'à 65 ans, qui est l'âge très au-delà de l'espérance moyenne de vie ouvrière à l'époque. Et la Cour de cassation, dès 1911, rend le dispositif facultatif. Deuxième échec. En 1930, le Parlement, là, sur une loi dont l'élaboration a duré 10 ans, enfin le projet de loi arrive au Parlement en 19 ou en 20, il est voté en 28, puis revoté en 30, c'est les assurances sociales. L'astuce, vous voyez, les assurances sociales, l'astuce, ça va être de mêler une cotisation impopulaire, la cotisation retraite est extrêmement impopulaire, à une cotisation très populaire qui est la cotisation maladie. Parce que ça, chacun sait qu'en cas de maladie, sa vie peut être complètement perturbée. Et donc l'astuce, c'est de regrouper dans ce qu'on appelle les assurances sociales, une cotisation dont une partie va à la retraite, à l'épargne retraite, et une partie à l'assurance maladie. Troisième échec, puisqu'en 1941, Vichy tire l'échelle. Au bout de 11 ans, les rendements de l'épargne retraite sont toujours très très faibles, puisqu'il faut 40 ans pour qu'un régime en capitalisation arrive à maturité. C'est donc à partir de 1970 seulement qu'il y aurait eu des rendements, enfin, au niveau des cotisations. Et donc Vichy supprime les comptes épargne retraite et alloue toute la part de la cotisation aux assurances sociales qui allait à l'épargne retraite à la répartition, enfin un dispositif qui répartit immédiatement la cotisation, qui ne la place pas, d'accord, pour un forfait distribué à tous les travailleurs âgés, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, comme selon le nom de l'époque. En 1946, les communistes vont généraliser à tous les travailleurs le régime de la fonction publique. C'est la création, d'une part, du statut des électriciens et gaziers, qui est totalement copié sur la fonction publique par Marcel Paul, ministre communiste de la production industrielle, qui nationalise EDF, GDF, et qui va d'ailleurs appeler la pension de retraite le salaire d'inactivité de service. La carrière des électriciens et gaziers est complètement copiée sur celle des fonctionnaires, et la pension, c'est la poursuite du dernier salaire, en fonction de la durée d'activité validée.
Même chose du côté de la SNCF, de la RATP, enfin de ce qu'on appelle les salariés à statut. Et puis pour tous les travailleurs du privé, là c'est Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail. Alors Marcel Paul est par ailleurs secrétaire de la fédération CGT de l'énergie, hein, tout en étant communiste, enfin député communiste, et puis ministre communiste, et puis Ambroise Croizat, lui, est secrétaire de la fédération de la métallurgie, de la CGT. Voilà les lieux où se construisent notre système de retraite actuel. Et Croizat va lui aussi copier le système des fonctionnaires pour les salariés du privé. C'est-à-dire un dispositif qui ne tient absolument pas compte des cotisations, absolument pas. Hein. Les cotisations ne sont pas du tout comptabilisées, qui garantit le remplacement d'un salaire de référence. Alors, ce n'est pas le meilleur salaire, c'est celui des 10 dernières années, mais dans la pensée des CGTistes et des communistes qui créent ce régime général en 1946, il s'agit progressivement d'arriver aux 5 meilleurs, puis aux 6 meilleurs mois sur le modèle de la fonction publique. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, sur les 320 milliards de pensions annuelles, 240 sont la poursuite du salaire. Notre régime de retraite, grâce à l'initiative communiste de 1946, a été copié sur celui de la fonction publique. On a unifié le régime sur le meilleur, celui de la fonction publique. On a commencé à l'unifier, disons, en garantissant aux travailleurs le droit au remplacement en fonction de la durée validée de l'activité, mais pas du tout en fonction des cotisations. Les cotisations, on ne tient aucun compte. Sur les 320 milliards, il y a 240 milliards de pensions de retraite dans lesquelles aucun compte n'est tenu des cotisations, strictement aucun. Ce n'est pas du tout « j'ai cotisé, j'ai droit », pas du tout. C'est « nous avons conquis le droit au salaire pour des gens qui sont libérés de l'emploi ». Il n'y a pas besoin d'être en emploi pour avoir droit à du salaire. Le salaire est déconnecté de l'emploi. Le salaire devient un attribut de la personne. Entrer en retraite, c'est devenir titulaire de son salaire. Ça n'est plus le poste qui est le titulaire du salaire, c'est moi. On étend au privé des droits qui ne sont pas liés au poste de travail, mais qui sont liés à la personne des travailleurs. Le salaire à la qualification personnelle comme invention communiste majeure de 1946. La réponse patronale est immédiate, c'est 1947. En 1947, le patronat, qui n'est pas du tout dans les choux, on nous raconte, il était une fois le CNR qui, en 1945, parce que le patronat était dans les choux, a réussi. Tout ça, c'est de la blague, d'accord ? Le patronat n'était pas du tout dans les choux, absolument pas. Et il est en capacité, dès 1947, de faire une réponse à la subversion communiste de 1946. Et sa réponse, c'est l'AGIRC. Alors, c'est quoi cela ? L'Association générale des institutions de retraite des cadres. Lorsque Croizat crée le régime général de sécurité sociale, il le fait à partir d'ordonnances d'octobre 1945 qui sont à la fois une victoire et une défaite de la CGT. C'est une victoire parce qu'on avait un régime général alors qu'il y avait des... En 1945, la Sécu, elle est pléthorique. Hein. On nous raconte qu'elle est née en 1945, la Sécu, mais pas du tout. La Sécu, elle est née tout au long du XXe siècle, à partir de la fin du XIXe, sur initiative patronale pour l'essentiel, essentiellement. Ce qui s'opère en 1946, c'est une subversion par les travailleurs eux-mêmes de ce dispositif patronal. Vous aviez plus de 1000 caisses de sécu, vous aviez 70 000 salariés dans les caisses de sécu en 1945. C'est une institution d'origine patronale absolument pléthorique. Et les communistes, ils vont unifier. Il faut un régime unifié, mais pas totalement. C'est-à-dire que l'ordonnance de 1945, c'est aussi une défaite de la CGT qui, en août 1945, lorsqu'elle est débattue dans l'Assemblée provisoire, puisqu'il n'y aura d'élections législatives qu'en novembre 1945,
Donc nous sommes dans une assemblée provisoire encore, en août 1945, qui délibère des ordonnances d'octobre 1945 sur le régime général de la sécurité sociale. Alors, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle le plafond. Les assurances sociales de 1930 n'étaient assujetties à l'obligation de cotiser que les employeurs, que pour des salaires inférieurs à un plafond. Au-delà, pour les employés supérieurs, pour les ingénieurs, etc., ce qu'on appelait les collaborateurs, ils étaient couverts aussi en matière de retraite et de santé, mais par des contrats d'assurance groupe. Les assurances sociales ne concernaient que les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond d'affiliation. Alors, les ordonnances de 1945 suppriment le plafond d'affiliation, victoire de la CGT, mais le maintiennent comme plafond de cotisation des fêtes de la CGT. C'est-à-dire que les collaborateurs, mais on ne peut plus les appeler, entrent dans le régime général, on ne peut plus les appeler collaborateurs, nous sommes en 1945, donc il faut chercher vite un mot. Alors on le cherche d'ailleurs dans le vocabulaire militaire, comme pour les grades de la fonction publique, parce que le fonctionnariat est né chez les militaires au départ. Et c'est les salariés des cadres, puis c'est un peu long, ça va être les cadres. Donc les cadres entrent dans le régime général, mais ne cotisent que sur la partie de leur salaire inférieure au plafond, et donc non de prestations également que sur le plafond. Ça ouvre un espace pour un régime complémentaire, ce que ne veut pas la CGT précisément. La CGT, elle se bat pour l'unification d'un régime général. Et donc ce régime complémentaire va être utilisé par le patronat comme arme de guerre contre le régime général. C'est-à-dire qu'il va proclamer le « j'ai cotisé, j'ai droit ». Le patronat ne va pas du tout chercher à mettre en place de la capitalisation. La capitalisation, ça échoue toujours. Et aucune classe dirigeante n'est assez folle pour avoir comme projet la capitalisation. Le seul pays au monde dans lequel la capitalisation ait une place non négligeable, un peu moins de la moitié des pensions, c'est la Suisse. Mais je rappelle que, par exemple, les USA, je ne sais pas quoi, qu'on nous présente comme le parangon de la capitalisation, mais le mot sécurité sociale, Social Security Act, c'est la loi de Roosevelt. Le mot sécurité sociale a été inventé aux USA par Roosevelt en 1935, et copié ensuite en Europe, qui crée de la retraite par répartition, bien sûr. Elle est toujours créée par répartition. Vichy prend acte de l'échec de la capitalisation et passe à la répartition. L'enjeu pour le patronat, ce n'est pas du tout la capitalisation, n'ayant pas de faux adversaires. L'enjeu pour le patronat, c'est une répartition capitaliste en réponse à la répartition communiste. Il y a un enjeu de classe dans la répartition. Moi, je ne défends pas la répartition. Je défends la répartition qui garantit le salaire aux retraités, qui dissocie le salaire de l'emploi et qui, du coup, rend possible le salaire à 18 ans pour les jeunes, le salaire pour les chômeurs, le salaire pour tous ceux qui sont déniés, dont on nie qu'ils soient productifs. Je pense à la seconde journée des femmes, etc., etc. Vous voyez ? Lier le salaire à la personne et non pas au poste de travail. C'est ça l'enjeu communiste. D'ailleurs, qu'est-ce que fait Croizat en août 1946 ? Il pose les parents comme ayant droit au salaire. La loi sur les allocations familiales de 1946 subvertit complètement les allocs tels que les patrons les avaient créés à partir de la fin du XIXe siècle, en posant les parents comme des travailleurs. Ce n'est pas des victimes et qui doivent assurer un coût de l'enfant. Ça, on va laisser ça à Rocard quand il crée la CSG, d'accord ? C'est des travailleurs qui ont droit à du salaire, 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, dit la loi d'août 1946. C'est-à-dire que la loi d'août 1946 pose les parents comme plus productifs que les OS de la métallurgie, puisqu'à l'époque, ils ne faisaient pas 225 heures par mois. Ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, comme tout le monde, et plus que tout le monde d'ailleurs en général, s'agissant des OS de la métallurgie, mais pas 2700 heures par an. Et donc, le statut communiste du producteur, c'est « nous sommes titulaires de notre salaire ».
On ne va pas le quémander à des patrons. On ne va pas le quémander sur le marché des biens et services comme travailleurs indépendants. Nous sommes les producteurs de la valeur. Ça doit être reconnu par une qualification personnelle. Le salaire doit quitter l'emploi pour être attribué à la personne. La réponse patronale, elle est centrale, elle est décisive. C'est de dire, mais non, ne sont travailleurs que ceux que nous désignons au doigt mouillé comme travailleurs, que nous embauchons, que nous licencions à merci. Seuls ceux-là sont des travailleurs. On ne peut pas, je termine, on ne peut pas attribuer du salaire à des personnes. Et les retraités ne sont pas des travailleurs. Ce sont d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation. C'est ce qui explique les 80 milliards qui sont calculés en fonction de la cotisation sur les 320 milliards d'aujourd'hui. C'est la GIRC qui est étendue ensuite à tous les travailleurs du privé par l'ARCO dans les années 50. Et donc, l'enjeu de la réforme Macron, c'est de partir de cette initiative patronale de 1947 pour unifier les régimes autour du « les retraités n'ont pas droit à du salaire ». Les jeunes n'ont pas droit à du salaire, les chômeurs n'ont pas droit à du salaire, n'ont droit à du salaire que ceux que nous désignons, nous, patrons, comme travailleurs. Alors, mettez-vous par petits groupes, commencez à parler un petit peu de ce qui vient de se passer. Bernard va circuler. Vous avez exactement 20 minutes. Moi, j'ai lu en reportage avec un